Ceci dit, et moi je me souviens très bien quand j'étais chez CMP Assurance à Paris, j'ai encore des cheveux blonds de certaines négociations avec des grands éditeurs, de certaines difficultés qui se terminaient le 30 septembre à 23 heures. Il fallait aller déposer dans de commande à Issy les Moulineaux ou d'autres choses. Et aujourd'hui, encore plus aujourd'hui qu'il y a quelques années quand j'ai vécu ça, et Guillaume le détaillera ça tout à l'heure. Les contrats sont de plus en plus complexes, les produits sont de plus en plus complexes, la pression des éditeurs est de plus en plus importante, et donc au fait, d'où l'importance au fait de anticiper. Ça, Guillaume va beaucoup en parler, de bien se préparer, mais surtout de bien connaître au fait ces sujets-là. Guillaume, je te passe la parole sur les dernières news du monde du SAM. Exactement. Donc, on a fait un petit tour d'actualité sur Salesforce. On commence. Salesforce a une superbe croissance. C'est une entreprise qui a mis plus de 10 ans à faire 1 milliard. Et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus loin que 1 milliard. Ils sont à 21 milliards, une croissance de 24%. Et l'éditeur prévoit d'encore augmenter ses revenus avec des rachats en fin d'année dernière, notamment de Slack, pour plusieurs dizaines de milliards. C'est un éditeur qui se porte très bien, qui a des comportements en termes de négociation qui peuvent être parfois jugés un peu agressifs. Il faut être très bien préparé, connaître ses usages pour aborder une renégociation. Un petit sujet là comme ça, contrat. Si vous avez un contrat Salesforce sous la main, je vous invite à regarder dans votre MSA. Vous avez une clause qui vous indique que les prix peuvent être augmentés jusqu'à 7%. Et souvent, c'est le cas. Si vous ne l'avez pas négocié, c'est évidemment ce qui vous attend en première offre. Ensuite, la nouvelle qui n'est plus forcément une nouvelle, mais Kyndryl. Je ne sais pas si c'est un nom qui parle encore à tout le monde. Mais... Covid. Ouais, tu as vu mon post. Effectivement, c'est pas une pastille ou un vaccin anti-Covid. C'est le nom de la nouvelle compagnie, la Newco IBM. Donc, pour rappel, IBM, société de software évidemment, qui avait une partie de logiciels, de cloud avec Red Hat, un rachat qui s'est déroulé il y a 2 ans à peu près, et la compagnie IBM se sépare en deux et va séparer ses activités de vraiment éditeur de logiciels et ceux de service manager. Et donc, c'est Kyndryl qui sera en charge des services managés. Vous avez le détail juste en dessous. Donc voilà, concernant cette actu. Tu parlais des chiffres tout à l'heure, entre 20 et 17% des coûts des directions SI, achats sont concentrés sur le logiciel. Le Gartner a mis à jour en avril 2021, donc c'est tout frais, une nouvelle prévision. Il y a eu une légère baisse en 2020, on sait pourquoi. Par contre, ça va repartir très très fort. Et donc, on va avoir une tendance à la hausse, soit par des deals qui ne se sont pas faits en 2020, soit par l'accroissement de la digitalisation pour accompagner tout ce mouvement de télétravail, mais aussi renforcer les enjeux de cybersécurité potentiellement. Donc, l'enjeu ici pour les directions achats et SI, c'est la mise sous contrôle dans la durée des usages, des dépenses, voir ce qui va être contractualisé, négocié très en amont pour être bien préparé. On va en parler juste après. Et du coup, Guillaume, les priorités des DSI dans cette assiette de soft, ça se concentre sur quoi essentiellement? Justement, pour moi, c'est le SaaS. Donc, le SaaS, c'est très facile à acheter, mais c'est très difficile à maîtriser dans la durée. C'est la principale source du Shadow IT. Oui, c'est ça. On va voir que pour le SaaS, on peut avoir un facteur 15 entre ceux qu'on croit connaître et en fait la réalité. Les anciens salariés ont toujours accès à leur SaaS, c'est plus de 89% selon Gartner. Et sur le demand management, donc le demand management, c'est
c'est je gère la demande. Pourquoi je vais attribuer une licence, par exemple E3, alors qu'une E1 sur Office 365 suffit? Je prends un exemple basique. Mais c'est justement qualifier toute cette demande sous forme d'entonnoir, sous forme de fiche de demande. On peut l'outiller également, mais un simple Excel, un questionnaire simple sur Excel fait l'affaire au départ. C'est source d'économie. Donc, le SaaS, pour nous, c'est la priorité depuis fin 2020, tant sur la maîtrise des usages que sur le contrôle des clauses contractuelles, de sécurité, de RGPD, etc., etc. Donc le SaaS, c'est facile à acheter, très difficile à maîtriser, et puis surtout, on a capacité en tant qu'individu à mettre en place un SaaS très très rapidement. Donc les métiers peuvent aller contractuer très vite avec les éditeurs, sans forcément passer ou consulter les directions achats ou SI, puisqu'elles ne sont plus un prérequis. Parfait. Du coup, si on rentrait dans le fond du sujet avec les négociations annuelles avec les grands éditeurs et quelques constats qui m'ont interpellé, qui m'ont parlé. Exact. En fait, j'aurais peut-être pu updater cette photo. C'est un reuse que j'ai fait, je m'en excuse. C'est le constat, c'est que les directions achats, elles courent tout le temps. Enfin, quand je dis direction achat, c'est aussi les directions SI, pardon. Elles courent tout le temps après le Kylian Mbappé ou l'éditeur ou le contrat. En fait, toujours après les négociations, parce que ça va toujours plus vite, c'est toujours plus complexe, c'est toujours fait à la dernière minute. Et finalement, ceux qui mènent la danse, c'est les éditeurs, puisqu'ils sont très bien préparés. Et que derrière, du coup, nous, acheteurs, on a du mal à raccrocher les wagons et puis à comprendre la complexité parfois des offres des éditeurs. On va en parler juste après. Donc ça va très vite et on a du mal à suivre parce qu'on n'a pas forcément qu'un seul dossier en tant qu'acheteur, même à la direction du SI. Donc le constat, il est assez simple, c'est des négos déclenchés tardivement, des augmentations de coûts injustifiées et injustifiables auprès de son management, c'est des menaces si le deal n'est pas signé avant telle date, c'est des changements de business model. Donc on parlait tout à l'heure du SaaS, des logiciels qui étaient historiquement commercialisés on-prem sont convertis en SaaS avec des règles de conversion qui sont fumeuses et qui sont parfois aléatoires par rapport à certaines pratiques du marché ou par rapport à d'autres clients. Et tout ça conduit aussi à un grand flou artistique sur des changements de métriques. On passe du PROC au Core, par exemple, pour certains produits chez Microsoft. Donc ça conduit parfois à un mauvais deal. Je l'ai surnommé le BAN, le Bad Agreement Not Negotiated. C'est vraiment où tout le monde n'est pas content. À la fois la direction SI, la direction achat, mais aussi le vendeur, parce que potentiellement, il n'aura pas pu pousser l'ensemble de son offre de valeur, entre guillemets. Si vous avez des éditeurs souvent en face de vous, on parle souvent d'offres de valeur. Donc, c'est le constat que j'ai depuis bien plus de 3 ans, mais c'est bien de le reprendre de manière très concrète. Ici, je vous ai fait un petit choix, une petite sélection d'offres de Oracle, de Microsoft, d'IBM ou même de Red Hat, en disant vous devez signer avant telle date parce que sinon vous n'avez plus les conditions qui sont X, Y et Z. On a aussi parfois des deals un peu spécifiques de cancel and replace, même si on le voit un petit peu moins. Le cancel and replace, c'est l'empilement de certaines couches de licences et puis au fur et à mesure du temps, c'est devenu tellement gros avec de telles disparités de coûts dans les flux de maintenance que l'éditeur arrive avec un supposé bon deal. Parfois, c'est le cas. Parfois, c'est pas du tout le cas. Et parfois, les conditions financières sont très bonnes, mais juridiques sont beaucoup moins bonnes. Donc, c'est un équilibre financier et juridique versus risque à prendre. Et puis, la pression de tu dois signer
avant le 31 décembre, puisque sinon tu n'auras pas les conditions que je te propose. Donc tout ça conduit à beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions et finalement à beaucoup de frustration également. Parfait. Donc, juste un petit point, Guillaume, à nos amis participants, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Je les poserai à Guillaume, on essaiera d'y répondre à la fin. Et du coup, après avoir présenté les constats, l'idée, Guillaume, c'est de dire, transformer cette contrainte, entre parenthèses, ou cette urgence, en fait, en opportunité. Comment s'y prendre pour, en fait, contrecarrer les desseins de ces grands éditeurs. C'est ça. Donc, souvent, les directions SI, les directions achat sont appelées à la rescousse quand ça va un peu moins bien, notamment sur les SaaS, quand on a des problèmes de sécurité ou des problèmes de documents ou j'en sais rien. Et quand on a des problèmes de prix ou de budget, c'est les directions achats qui sont appelées à négocier et à sortir une baguette magique. Donc, j'ai reconnu une ancienne collègue là dans le webinar. On avait un dicton, c'était on est acheteur, on n'est pas Harry Potter. Donc je pense qu'elle se reconnaîtra. Les négociations en urgence, en fait, elles nous empêchent de négocier au juste besoin. Donc c'est le nerf de la guerre côté des achats, c'est les usages réels. Pourquoi je vais m'engager sur 1400 licences alors que j'en ai déployé que 700? C'est quelles sont les conditions d'achat au fil de l'eau? C'est des conditions juridiques, des conditions de sécurité, des conditions de RGPD. Tout ça, potentiellement, ça peut passer à la trappe. Quelles sont les juridictions en charge s'il y a un litige, etc. Tout ça, on n'a pas le temps de négocier quand on est dans l'urgence, puisque l'urgence est l'ennemi de la négociation. Donc, c'est quoi la solution? Tu l'as dit tout à l'heure, c'est d'anticiper, de se préparer. Et on va essayer de vous aider à anticiper quelles sont les étapes à imaginer pour anticiper. Guillaume, une question de Younes dont tu répondras après, c'est justement comment anticiper en fait ces deadlines, comment justement jouer ces deadlines, car on arrive à faire les meilleurs deals dans la période de closing. Ouais, exactement. Je vais essayer d'y répondre. Et puis là, je vais essayer de passer au sondage en temps réel. Donc, on va voir comment ça répond chez vous. Le retour d'expérience des clients, c'est que plus de 60% d'entre eux anticipent les négociations au moins à fort enjeu. À fort enjeu, c'est les contrats majeurs. On pense à Microsoft, Oracle, SAP, peut-être VMware, IBM ou même Salesforce, entre 6 et 12 mois avant les échéances. Ça veut dire que si vous anticipez entre 6 et 12 mois, les éditeurs l'ont bien préparé avant. On note dans certaines situations des prises de contact jusqu'à 18 mois avant par l'éditeur. Peut-être pour proposer un early commit, une négociation avancée pour répondre peut-être à un besoin d'objectif personnel côté vendeur. Donc, on va essayer de passer aux formes en direct. Je ne sais pas si ça a répondu. On va voir. Je vais passer juste à la fin. Donc, les anticipations. Pour les éditeurs majeurs, donc plus de 6 mois avant, on a 40%. On n'a pas beaucoup de répondants par contre. Donc, si vous pouviez répondre, ça serait intéressant. Et puis, je leur passerai en fin de webinaire peut-être. Et environ 12 mois avant, on n'en a que 1. Ce n'est pas encore assez représentatif puisqu'on n'a que 5 répondants. Donc, si vous voulez, on vous laissera répondre juste après. C'est vraiment pour vous donner une tendance et vous situer. Merci Annabelle d'avoir repartagé le lien. Donc, quelles sont les étapes? Je ne sais plus qui posait la question. Comment on fait pour se préparer? Comment on fait pour anticiper? Puisque c'est l'objet de ce webinaire. Finalement, je vais essayer de repartir du basique achat. Le basique achat, c'est une slide que j'ai tirée d'un cours que j'ai eu il y a 10 ans. C'est plus on intervient en amont, plus on fait des gains. Et ces gains peuvent être jusqu'à plus de 30%. Juste quand on négocie, on gagne 5%. J'avais un directeur achat qui me disait « Guillaume, si tu prends ton téléphone, tu gagnes au moins 5%. » Donc,
je l'ai un peu transformé, ce slide, puisque je l'ai adapté au monde du logiciel. La définition du besoin, évidemment, c'est des fonctionnalités techniques, fonctionnelles, etc. Mais ça fait qu'une partie du job. Quand on a un besoin à définir en termes de logiciel, on peut s'appuyer sur des inventaires si c'est de l'existant. Donc, on va aller collecter les déploiements actuels, les usages, et puis on va aller descendre dans toute la partie contractuelle, reconstituer le patrimoine achat, et puis peut-être trouver des optimisations par rapport à l'allocation de licences. Tout ça, pour l'instant, on n'a pas encore négocié. C'est juste j'optimise ou je prends connaissance de ce que j'ai. Et puis ensuite, au fur et à mesure, c'est je vais Guillaume, on t'a perdu. Désolé tout le monde, on a perdu Guillaume, on est en train de le retrouver. Il est en train de se reconnecter. Oui, c'est ça, c'est clairement ça. Il y a Microsoft, au fait, qui s'énerve, voyant Guillaume parler, au fait, des techniques de renégociation des contrats Microsoft, donc il lui joue des tours. Ils ont bloqué son accès. Exactement. Non, et blague à part, Guillaume est en train de se connecter. Il arrive, il arrive. Je suis désolé. On se disait que c'était Microsoft qui t'a coupé les accès, Guillaume. On t'entend pas, tu es sur mute. Pardon, je suis en train de redémarrer mon PC. Exactement, il y a une mise à jour Microsoft qui, depuis ce matin, me pollue. Pourtant, on a bien payé nos abonnements, donc je vais renvoyer mon acheteur Microsoft. Je m'excuse pour ce petit. Je propose que je vais partager le support, Guillaume. Ouais, partage le support, je suis en train de redémarrer mon PC. De toute façon, je peux le faire de tête, mais partage le support, ça sera très bien. On était sur la slide où en fait, on a le choix entre la stratégie. On était juste au-dessus. Juste au-dessus. Non, c'est pas le bon support, je pense, Karim. Pas la bonne version. La stratégie, en fait, c'est de s'organiser très, très en amont de la négociation. Et puis, c'est en définissant un certain nombre de critères. Je vais prendre un exemple très concret. Et beaucoup de DSI ont ce souhait, c'est peut-être sortir Oracle, sortir un éditeur, puisqu'on a des relations difficiles avec ce dernier. Donc, ça s'anticipe, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et ce n'est pas une idée qu'on prend 15 jours avant l'échéance du contrat. Donc, pour ce faire, on va essayer de définir un certain nombre de critères. Merci, on est à la slide juste en dessous. Un certain nombre de critères pour justement dessiner un arbre de décision. Ces critères, c'est un exemple ici, ça peut être très terre à terre, hein, c'est du prix,
mais ça peut être aussi des éléments plus techniques, l'adhérence applicative, des profils de base de données stockées, des choses plus ou moins robustes techniquement en fonction des besoins applicatifs. Si on passe à la slide suivante, s'il te plaît Karim. Voilà, ça se concrétise comme ça, c'est l'arbre de décision qui finalement, en fonction des critères, choix 1, choix 2, choix X, va conduire à des solutions alternatives à Oracle. Donc ici, le choix 1 peut conduire à du Postgre, peut-être, ou à du MySQL. Et puis, l'idée, c'est vraiment de réduire au fur et à mesure l'empreinte de l'éditeur dans votre système d'information. Ça se fait sur le long terme, mais l'enjeu, c'est de mettre sur contrôle et éviter qu'il y ait des nouveaux besoins. Si on passe à la suite, quand on a concrétisé une stratégie comme celle-là, c'est finalement la faire connaître et la faire surtout appliquer. La faire connaître évidemment en interne, mais surtout aussi en externe. Et justement communiquer autour de cette stratégie de mise en place de critères de choix, de sélection, de produits soit de l'éditeur en question, soit concurrent, pour justement bien mettre en place l'ensemble de cette stratégie et s'appuyer aussi sur peut-être des processus ou des normes, les normes et standards que peuvent avoir dessiné le groupe dans lequel vous appartenez. Donc, la réduction de l'empreinte va se faire au fil du temps et ne va pas se faire du jour au lendemain. Au fur et à mesure de cette réduction, peut-être que les prix unitaires vont augmenter. Ça sera, entre guillemets, la punition de l'éditeur. Mais au fur et à mesure, vous allez descendre cette empreinte. C'est quelque chose que Elé a déjà fait auprès de certains clients, dans les télécommunications notamment. On peut passer à la suite. Hop. Voilà. Donc, anticiper une renégociation, finalement, on se pose, qu'on soit dans un projet ou dans un renouvellement, c'est une démarche unique. Donc, la première chose, c'est comprendre qu'est-ce qu'on a finalement devant nous, comprendre la stratégie de l'éditeur, comprendre les business models, comprendre juste sa santé économique, par exemple. Et c'est pour ça que mon équipe développe en ce moment des fiches éditeurs sur la santé financière des éditeurs, les grandes orientations, les actualités, et on essaiera de vous les proposer quarter par quarter. Ensuite, c'est l'inventaire, donc inventorier, qu'est-ce qu'on a ou qu'est-ce qu'on a besoin pour justement aller bien négocier. Si je ne connais pas, je ne peux pas négocier, et donc dans ces cas, je me trouve très démuni face à l'éditeur. Et ensuite, c'est consolider. Consolider peut-être des achats qui sont faits à travers le monde ou bien juste dans une filiale par différents canaux. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Ensuite, j'analyse et j'optimise peut-être avec des outils, soit des outils SAM que vous avez, quand je parle d'optimiser. C'est optimiser le placement de licence et là, Elé, un des meilleurs outils du marché qui est Sandbox, c'est finalement vous faire dépenser moins en licence en allouant aux bons endroits les bonnes licences. Microsoft, Oracle, SAP vont bien se garder les bonnes idées pour engranger un peu moins d'argent. L'idée, c'est qu'on vient jouer avec les règles de l'éditeur, toujours en les respectant, pour finalement faire baisser la facture. Dernière étape, c'est la négociation. C'est, je dirais, le terrain de jeu des acheteurs. C'est avoir préparé au cours des 4 précédentes étapes tous les arguments qui vont servir à la négociation. Donc, toute cette coordination, tous ces travaux sont dans une coordination. Team va regrouper différentes fonctions, un sponsor qui peut être soit côté SI, soit côté achat, soit côté finance, peu importe. Ensuite, le core team leader va s'entourer de la fonction achat évidemment, de la fonction SI, de la fonction SAM, de la fonction finance
et juridique, puisque la dimension juridique est dans les contrats logiciels. On peut avancer. Donc, comprendre, c'est comprendre beaucoup de logiciels. Chez Elé, on est presque 70. On a quelques compétences transverses, parfois très ciblées sur certaines personnes, notamment par exemple sur du micro-focus, je ne l'ai pas mis là, mais sur du ANSYS, c'est moi. Je fais un peu d'Autodesk, j'ai fait un peu de ServiceNow, un peu de Workday, beaucoup de Microsoft. On essaye de diluer aussi toutes ces compétences pour comprendre la stratégie de l'éditeur. Vous voyez en haut à gauche le sigle de Dassault Systèmes avec l'ensemble des solutions de Dassault Systèmes. Historiquement, j'étais acheteur dans l'aéronautique sur ces solutions-là, donc je les connais très très bien et j'ai mené plusieurs appels d'offres à très fort enjeu pour des choix d'outils PLM. C'est finalement qu'est-ce qu'ils vont essayer de nous vendre. Donc quand on pense à Salesforce, quand on pense à Microsoft, qu'est-ce qui vont arriver et pourquoi ils viennent. SAP va essayer de transitionner ECC pour S4. Quels sont les enjeux spécifiques à ces négociations-là? Donc on peut continuer. Évidemment, Oracle va chercher à vous vendre du cloud, mais on sait très bien que c'est le cloud le moins utilisé au monde. On peut revenir juste avant. Ici, c'est un exemple de Microsoft. La stratégie d'éditeur, c'est Microsoft 365. Et ils vont vous parler forcément de Microsoft Dynamics et de Power Platform, qui sont les produits scorecard de Microsoft. Très rémunérateur pour les commerciaux. À noter, un commercial Microsoft préférera vendre 300 000 € de Office 365 plutôt que 1 million d'euros de Office on-premise. Hop, on peut avancer. Voilà. Ici, c'est comprendre la stratégie de l'éditeur. On a la dimension financière. Donc, j'ai pris un exemple de Salesforce qui aujourd'hui est largement devant ses concurrents. Peut-être Microsoft pourra rattraper avec Microsoft Dynamics et la rencontre des deux mondes entre le CRM et le RP. Mais en tout cas, Salesforce est un niche player. Ils le font très bien. Notamment sur la partie CRM, mais ils sont en train de se développer sur d'autres produits et vont tirer un maximum de revenus et ils espèrent atteindre 50 milliards très rapidement. Donc, c'est finalement se préparer à maîtriser notre augmentation. Donc, comment je fais pour comprendre et quand négocier? C'est négocier dans le bon timing. Donc, ici, c'est un extrait d'un calendrier assez énorme qu'on a chez Elé de tous les closing éditeurs, quarter par quarter. Alors, les quarters clés, évidemment, le quarter clé, évidemment, c'est en fin d'année, c'est le closing, mais on peut avoir des quarters aussi importants, notamment le quarter 2, qui est le quarter de mi-année. Il y avait une question, Nicolas, j'ai vu que vous avez levé la main. Non, excusez-moi, c'est une fausse manip de ma part. Vous pouvez continuer, merci. Et je veux bien reprendre l'écran, Karim, merci. Du coup, négocier au bon moment, c'est aller chercher l'information peut-être dans les rapports annuels pour comprendre quand est-ce qu'on a le closing financier. Tu peux avancer. On met à disposition ce petit calendrier sur le site d'Elé. Annabelle a créé un lien de téléchargement et vous pourrez aller le télécharger et vous pourrez accéder à ces slides sur demande. Ensuite, c'est inventorier. Donc, on va rentrer dans des choses un peu plus techniques. Et inventorier et consolider de manière technique, c'est aller chercher des extractions des outils, donc soit des outils SAM, soit d'autres outils, MSMap, RV Tools, ou bien aller dans les consoles de gestion des outils SaaS. C'est un très bon moyen aussi d'avoir un certain nombre d'informations pour notamment maîtriser peut-être l'allocation des licences. Il est inutile de renouveler des licences qui ne sont pas utilisées. Et donc, pour en prendre conscience, il faut juste avoir l'information. Ensuite, inventorier la partie achat, c'est reprendre les contrats, reprendre l'ensemble des dépenses qui ont eu lieu depuis les 3 ans. On a un contrat pluriannuel. On peut avancer.
Hop. Donc, inventorier consolidé, c'est là, j'ai un exemple de consolidation de contrat Microsoft où en fait, je suis venu reconstituer les 3 annuités qui constituent le Basic Enterprise Commitment et puis les true-up, les achats au cours du contrat. J'ai reconstruit l'annuité, j'ai reconstruit les true-up et j'ai pu définir ma future baseline pour justement comprendre finalement, si je ne fais rien, ISO quantité, ISO prix, c'est qu'est-ce que je vais payer. Puisque à chaque fois, les éditeurs vont venir vous trouver en vous expliquant que vous faites des économies. Mais finalement, quand le DAF regarde la facture, ou même vous voyez que l'augmentation est réelle. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, si je ne fais rien, c'est ça qui va se passer, et avoir en réalité la vraie baseline de votre prochain renouvellement sans augmentation et sans changement de quantité potentiellement. On peut avancer, Karim. Donc ici, vous avez un certain nombre de leviers. Je ne vais peut-être pas tous les citer, mais on peut avoir des optimisations contractuelles, des optimisations produits de substitution, des produits qu'on paye à certains endroits dans des packages, puisque Microsoft, encore une fois, fait des packages de packages de packages. On a souvent des recouvrements fonctionnels importants. Et donc, l'ensemble de ces leviers, à la fois SAM, à la fois achat, d'architecture, d'utilisation de la maintenance, à quoi ça sert de payer une maintenance si le produit n'est plus maintenu, si le produit n'évolue plus, ça ne sert à rien. Donc, c'est une analyse de risque à faire. Parfois, vous êtes obligé d'avoir cette maintenance. Donc, bon, tant pis, on a essayé, on a regardé. Parfois, vous pouvez avoir aussi des tiers mainteneurs qui vous divisent par 2 la facture de maintenance. Je pense à Origina, Spinnaker ou Rimini Street. Si vous souhaitez en parler, on pourra en parler plus tard. On peut avancer. Donc ici, vous avez à la fois des leviers SAM et des leviers achat. Donc ensuite, une fois qu'on a analysé et optimisé, je vais aller faire un côté à mon éditeur. 3 scénarios. Pourquoi 3 ? Éviter d'avoir un seul choix pour se retrouver peut-être le 30 juin avec une seule solution. Alors ça, c'est quand on a un peu de temps. Depuis qu'on se connaît avec Karim, on a mené des missions avec un peu moins de temps, avec 3 semaines. Donc, on est allé un peu à l'essentiel. On n'a peut-être pas encore fait tout ça, mais l'idée, vraiment, d'éviter de se faire enfermer par l'éditeur dans son scénario favori. Donc, les 3 scénarios qu'on prône, c'est 1, Aziz, 2, Scorecard. Scorecard, c'est le scénario le plus favorable à l'éditeur, celui sur lequel le vendeur va être le plus rémunéré et toute sa ligne hiérarchique. Et puis, le scénario 3, c'est le scénario du pire. C'est le scénario qu'on n'a jamais activé chez ELE, c'est le scénario minimaliste, ou BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement. Finalement, c'est à la fois des pertes de fonctionnalités, mais des gains en termes de prix sur la facture finale. Donc, il y a des inconvénients et des avantages à chaque scénario. Ici, tu peux avancer, Karim. Donc, c'est écrit un peu en plus petit pour moi, mais j'ai essayé de vous mettre les efforts versus les économies générées. Finalement, quand on a des contrats type Office 365, Salesforce, ServiceNow, Workday ou tous les autres SaaS, c'est de travailler sur les profils. Quelles sont mes grandes catégories de population qui vont utiliser ces outils? Pourquoi mettre un profil très riche, une licence très chère, alors qu'une licence moins riche répond à la demande? Peut-être certaines pratiques des éditeurs vous permettent de négocier des licences dites restricted. Ça sera une licence qui aura des capacités complètes, mais sur le papier, et je dis bien sur le papier, il n'y aura aucun blocage technique. Vous aurez
accès à l'outil, mais par contre, vous aurez un prix plus attractif. Je pense notamment à Salesforce. Le jeu de la concurrence, évidemment, c'est le meilleur des leviers, sauf que dans les contrats logiciels, on sait très bien que mettre en concurrence Microsoft, par exemple, c'est très, très compliqué. On a quelques exemples, hein, mais c'est très, très, très rare. Souvent, c'est des négociations de gré à gré. Mais je vous invite, quand c'est possible, à mettre en concurrence les éditeurs. Quand un choix est fait sur un CRM, c'est très difficile de revenir en arrière. Et puis, quelque chose qui paye tout le temps, c'est le lifecycle management. C'est je gère mes onboarding d'utilisateurs. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. 89% des employés qui ont quitté la société ont encore accès à leur SaaS. C'est une économie assez facile à faire, de gérer mes entrées et mes sorties, et puis de gérer aussi potentiellement les évolutions. Je suis acheteur, demain je passe, je ne sais pas où, à la supply chain, j'ai plus besoin de telle licence, eh bien je vais aller l'allouer à quelqu'un d'autre. Et dans ces cas-là, on fait attention aux règles de réallocation s'ils existent. Mais c'est vraiment ces trois points qui peuvent vous aider à baisser votre dépense. Voilà, merci Karim. J'ai essayé de faire un compte à rebours pour finalement vous dire, ben, On a été bavard. qu'est-ce que je dois faire? Prendre un temps non négligeable, et je dis bien non négligeable, à la relecture des documents contractuels. Ça fait plus de 10 ans que je travaille dans les achats. Entre ce qui est mis dans les devis, dans les présentations, dans les mails et ce qui est réellement dans les contrats, il y a toujours des écarts. Donc l'idée, c'est de les identifier, de les traiter très en amont pour éviter d'être mis sur le fait accompli, d'avoir des grosses difficultés au moment de la signature et de se rendre compte que ce n'est pas du tout ce qui avait été négocié. J'ai un exemple qui est un éditeur américain qui dit une des premières phrases du contrat, c'est tous les échanges au préalable de ce contrat Ne faut pas voir. tous les mails, voilà, ça sert à rien. Donc c'est dommage d'arriver le 29 décembre à découvrir ça et un contrat qui ne reprend pas les propos qui ont été échangés potentiellement durant des semaines, des mois, voire des années. La validation budgétaire, évidemment, on ne va pas passer une commande sans avoir le financement. Donc, pour avoir le financement, il faut préparer des business cases. Ben, ça tombe bien, je les avais imaginés en amont. Donc, c'est des business cases qui sont dessinés en core team avec l'aval de la finance. Et l'idée de ces mois en amont, c'est de préparer la décision. Nous, on vient juste apporter des éléments pour décider aux personnes qui ont justement les clés. Je vais préparer des business cases avec quoi? Des validations de quantité, de produits. Quand je dis produit, c'est produit, édition, version. Et peut-être SKU. Et on sait que c'est très important d'avoir au moins les trois premiers, produit, édition, version. SKU, c'est un plus, puisque sur un SKU, c'est une référence clé pour identifier une licence chez un éditeur. Certains éditeurs n'ont pas de SKU, donc on parlera uniquement en produit, en édition, notamment pour Salesforce, puisqu'il n'y a pas de version. Et donc, ça vous aide à qualifier exactement votre besoin. Pour imager, produit, édition, version, c'est Windows Server, édition Data Center, version 2019, par exemple. Ensuite, en amont, un job très orienté achat, évidemment la négociation, mais c'est aussi des requests for information. Et là, je vais prendre la tendance du marché et c'est comprendre, c'est la phase vraiment comprendre quels sont les contrats qui ont disparu, quels sont les contrats qui en sont apparus, c'est quoi les bénéfices. Peut-être commencer des négociations très très tôt vont vous permettre de négocier sur une price list qui ne sera pas revue et donc sans augmentation. Donc vous aurez peut-être un effet bénéfique de commencer très tôt, puisque vous aurez une price list de l'année N-1. Et puis, encore plus en amont, et peut-être jusqu'à 18 mois avant, c'est faire des inventaires, mener des points de conformité, d'optimisation, justement,
à chaque fois pour être au plus proche des règles de l'éditeur. Jamais, on ne prône jamais d'être dans le délit. L'idée, c'est de les respecter et de les connaître. Et c'est un énorme boulot. À titre d'information, SQL Server, c'est 51 règles de licence. Dynamics, c'est 16 évolutions du guide Dynamics en 10 mois. Voilà, c'est énorme. Donc, il y a beaucoup de complexité. Les contrats, c'est la même chose. Donc, soyez vraiment préparés. On peut avancer et donc à anticiper. Donc, le takeaway, c'est finalement, ça se résume comme la fiche Karim, c'est le quoi, quel produit, quelles règles, c'est quoi mes besoins, les évolutions de produits, de contrats également, des usages, peut-être les évolutions de produits vont vous mener à d'autres usages, donc comment les anticiper sur l'année, voire les 2-3 prochaines années. On sait que c'est très compliqué de se prononcer, mais un des leviers numéro 1 en achat, c'est le volume. Et bien, dans le logiciel, c'est pareil. Plus j'ai un engagement sur du volume, meilleur mon prix est. Ça, c'est une logique qui se retrouve partout. Ensuite, c'est le comment, sous quelle forme contractuelle. Est-ce que je dois aller sur un MPSA pour Microsoft ou sur un SCE avec un environnement très dédié ou bien un EA. Donc, c'est ma stratégie d'acquisition, les choix contractuels et puis essayer de négocier des clauses spécifiques au regard de mon organisation. Puis ensuite, c'est du pilotage, de la préparation, être proactif, se projeter et puis essayer de maîtriser ce qui va nous arriver et c'est être très précis sur l'ensemble de ces opérations, notamment d'un point de vue inventaire, pour éviter d'arriver en négociation en disant « Bon, t'es gentil Guillaume, mais en fait t'es non conforme, donc on va commencer la discussion avec une ardoise de 2 millions d'euros. » C'est ce qu'il y a de pire pour commencer une négociation. Ça casse toute la stratégie, toute la tactique, tout ce qu'on a fait avant, ça ne sert à rien. Si on n'avait pas prévu justement cette étape, eh bien, on peut être très, très vite surpris. Je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Du coup, pour répondre à la question de Younes, justement, effectivement, en fait, par rapport aux dates d'arrêté des éditeurs, c'est bien évidemment dans les dernières semaines ou les derniers jours ou les dernières heures qu'on va pouvoir dealer. Mais en fait, tout l'enjeu, tu as détaillé Guillaume, c'est que les mois qui précèdent, en fait, vont pas servir. Anticipation, préparer en amont. Pareil. Et tu le sais, en fait, dans des grandes entreprises, avec la volumétrie, avec la disparité des données, l'homogénéité des données, donc c'est beaucoup de boulot et tu le vis au quotidien. Est-ce que vous avez d'autres questions, messieurs, dames? Et soit Guillaume a été très clair, soit pas du tout. En fait. Ouais, je suis désolé pour le petit intermède, les petits soucis techniques. Ça m'arrive quasiment jamais, mais là, c'est l'effet des mots. Pas de problème. Qui est dans l'équipe de négo? Merci Dominique. Alors, dans l'équipe de négo, on a évidemment un acheteur au moins. Si vous n'avez pas de service achat, quelqu'un du métier va prendre le relais. Donc, un acheteur, un responsable peut-être côté SI, métier, pour l'expression du besoin, constitue la core team. En plus, à côté de ça, on peut avoir, je dirais, des plus avec la finance et le juridique. L'idée, c'est d'avoir l'ensemble des compétences dans la core team pour traiter des enjeux finance, techniques et juridiques. Et j'insiste sur le juridique très en amont. Quelqu'un a posé une question? Oui, Mohamed. Du coup, Guillaume, je pose une question. Tu parles du juridique.
est-ce qu'on peut négocier des clauses avec des acteurs comme IBM, comme Microsoft Oui, c'est compliqué hein, de négocier avec certaines clauses avec les géants américains. On pense à IBM, Oracle, Ah, Microsoft. Mais oui, c'est possible. Dire que tout est possible, non, ça serait mentir. Tout n'est pas possible. Mais négocier notamment avec Oracle des clauses de territorialité, de virtualisation. Juste aussi une clause assez simple, c'est les bénéficiaires. Dans tous les contrats Microsoft, de base, vous avez la case le signataire et tous ses affiliés. Ça veut dire qu'avec le contrat que vous avez, vous devez couvrir l'ensemble de vos filiales à plus de 50%. Microsoft pourrait venir vous mettre en défaut si ce n'est pas le cas. Donc ce genre de clause est imaginable. Peut-être des clauses aussi de true down, c'est possible, on l'a déjà fait, avec Microsoft notamment. parfait. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais remercier Guillaume très chaleureusement. Alors, on a quelqu'un très compétent avec des webinaires dédiés, Nego Oracle, Microsoft. Younes, pour la petite histoire, je crois que je t'en ai déjà parlé. Il y a une réflexion avec Ele, Costa Maroc et d'autres acteurs en fait, pour un peu travailler sur ce qu'a fait le SIGREF en France depuis quelques années, et notamment pour pouvoir, en fait, challenger les principaux grands acteurs, pour identifier, en fait, les nouveautés dans les contrats, les points durs avec les fournisseurs, et de pouvoir, en fait, faire pression, au moins essayer de faire pression, en fait, sur un certain nombre de sujets. Donc, ta proposition, en fait, de faire des webinaires, de travailler sur acteur par acteur est très pertinente et on prend. Ouais, effectivement, on a 2-3 compétences sur Oracle. D'ailleurs, je pense qu'il y a des gens d'Ele qui sont connectés et qui ont bien entendu le message. Bienvenue. Ouais. Mais oui, on va le faire. On a 2-3 choses intéressantes à dire. Il y a une question de Khalid. Khalid, non, on ne peut pas se passer des modèles de contrat éditeur. Le premier réflexe des directions juridiques, des directions achats, c'est d'essayer d'imposer nos modèles de contrat. Souvent, c'est très compliqué. Il y a peut-être certaines exceptions, mais c'est quand même très rare. Donc la majorité des cas, c'est on prend le modèle de l'éditeur, mais on peut avoir aussi nos prérequis au regard de l'utilisation qu'on en fera ou de l'environnement dans l'entreprise dans laquelle on évolue. Je prends un exemple, une entreprise de défense pourra avoir un certain nombre de prérequis au regard des aspects contractuels. Donc, avoir imposé coûte que coûte le contrat type de l'entreprise, je dirais que c'est beaucoup de temps peut-être de perdu. Mais au moins avoir les clauses types qui vous tiennent à cœur dans votre entreprise sous forme de closier. Hein. Chez Ele, on a un closier type sur les contrats licence on-prem et cloud qui vous permettent de ne pas passer à côté des choses clés. Une question de Véronica Moya. Pour un renouvellement isopérimètre, est-ce que les objectifs doivent être le maintien des conditions ou un pourcentage de savings? Oui, alors ça dépend du tiers de l'éditeur. Quand je dis tiers, on a l'habitude de catégoriser les tiers des éditeurs en tiers 1, 2, 3. C'est assez facile à comprendre. C'est tiers 1 stratégique, plus grosses dépenses, ou peut-être future plus grosses dépenses, ou bien start-up à surveiller parce que futur grand. Donc sur le tiers 1, vous allez chercher à maintenir absolument et à contenir cette augmentation et ce volume qui a tendance à grossir assez facilement. Donc sur le tiers 1, c'est essayer de maintenir. Sur les tiers 2 et 3, l'idée, c'est de baisser le plus possible en mettant en compétition quand c'est possible, ou bien en essayant de jouer sur les usages et ne renouveler que le strict nécessaire. Parfait.
Super. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à tout le monde de votre participation. On partagera avec vous le support et le résultat du sondage. Et puis, on partagera avec vous aussi le replay. Si vous avez des questions, des précisions, n'hésitez surtout pas. On est à votre disposition. Et je tiens vraiment, vraiment à remercier Guillaume pour la qualité de ton intervention. Merci beaucoup. Passe un Désolé pour le petit intermède technique, c'est Microsoft. Hein, c'est ça, on avait bien compris. Je m'en excuse. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à Annabelle et à Lamia qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Et passez une très bonne soirée, très bon week-end à tout le monde. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir.